Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce live d'oncologie des conférences Cartesia. Je suis Mathieu Delay, je suis interne en 3e semestre d'oncologie médicale à Paris. Et tout d'abord, bonne année 2020 à tous. J'espère qu'elle sera pour vous remplie de bonheur et de sérénité. Et voilà, vous avez une période de l'année là où vous avez pu souffler un petit peu avec la trêve hivernale. J'espère que vous avez pu vous reposer un peu. Et puis on commence, que vous soyez en D2, D3, D4, à entrer dans une période de l'année un peu difficile, où il fait sombre, où on a l'impression d'avoir fait la moitié de l'année alors que c'est pas le cas. Désolé de vous l'apprendre. Voilà, donc bon courage pour cette reprise de rythme. Et puis voilà, ménagez-vous, donnez-vous à fond, mais dégagez-vous des temps pour aussi souffler un peu. Alors, est-ce que déjà vous pouvez me dire dans les commentaires si tout le monde m'entend? Comme ça, je fais un petit peu le point avant de trop me lancer dans les choses sérieuses. Et puis en attendant que vous me répondiez, qu'est-ce que ça va être ce live? Alors ce live, c'est un peu conceptuel. Je me suis un peu challengé pour répondre à une problématique qui est d'arriver à faire un live à la fois pointu sur les connaissances et sur la méthodologie que ça apporte. Ça, c'est plutôt pour nos amis D4, de façon à ce que vous puissiez trouver à la fois les connaissances pointues et à la fois des clés méthodologiques qui vont vous aider à bosser les chapitres où vous n'y arrivez pas, et à la fois quelque chose qui soit assez général, assez structuré, de façon à pouvoir aussi intéresser les D2, les D3 qui, eux, commencent peut-être à peine à bosser l'oncologie. Donc, avant de vous dire ce que sera ce live, qu'est-ce que ce live ne sera pas? Ce live ne sera pas une correction pure et dure de dossier d'annales pour deux raisons. La première, c'est que je sais qu'il y a un certain nombre d'étudiants qui préfèrent se garder les annales pour plus tard dans le semestre. Donc, voilà, je n'ai pas envie de vous griller toutes les annales d'un coup. Et à la fois, deuxième raison, c'est que les annales, l'oncologie aux ECN, ce sont des dossiers transversaux ou des dossiers assez basiques, et juste prendre un seul dossier, ça porte pas suffisamment, et je peux pas brasser assez de points, vous apprendre assez de choses. Et ce ne sera pas non plus un cours méthodologique très théorique, pur et dur, parce que sinon, à la fin du live, il y aura plus personne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais partir en fait de la trame de tous les chapitres d'oncologie, c'est-à-dire épidémiologie, histologie, etc. Pour chacun des sous-items, je vais vous prendre une ou deux questions ou trois questions issues des annales, souvent des QI plutôt que des dossiers, et puis ça va mettre en avant des problématiques qu'on va généraliser à ce sous-type du chapitre d'oncologie, et puis on va comme ça trouver des obstacles, et je vais vous donner des méthodes pour les surmonter. Pour ceux pour qui c'est pas clair, vous allez voir, on y arrive. Voilà, c'est ça, on part du plan commun pour chaque étape, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc ça c'est le plan, c'est le plan en fait de tout chapitre d'oncologie, en tout cas de tout chapitre qui traite d'une localisation d'un cancer. Et donc on va le suivre étape par étape avec des questions et des points de méthodo. Bon, Alexis me dit qu'il me reçoit 5 sur 5, c'est parfait, et bonjour Alexis. Avant de commencer, donc je vous rappelle, vous pouvez télécharger le document du cours à la fin en cliquant sur le lien de la vidéo. Comme ça, vous aurez mes diapositives. Et puis ce live, voilà, vous aurez des diapositives pour pouvoir rebosser dessus. Eh bien, on est parti et on commence par l'épidémiologie. Et puis, on commence donc par la première question tirée des annales, qui est pas simple, vous allez voir. Donc, c'est des annales de cette année. Et c'est sur les tumeurs germinales testiculaires. Donc, concernant les tumeurs germinales testiculaires, il est vrai que elle représente le premier cancer solide de l'homme de 20 ans. Elle peut être associée à une augmentation sérique des HCG totales. La biopsie est nécessaire avant l'orchidectomie. Elles sont souvent associées à des anéopathies et elles sont inguinales ou lombo-aortiques. Je vous mets un petit chrono pour que vous puissiez répondre à la question. Je ferai passer à toutes les questions. Là, elle est un peu complexe, mais comme ça vous permet de vous entraîner. Donc là, il y a à la fois, on va surtout traiter de la partie épidémiologie, mais elle est intéressante parce qu'elle brasse assez large. Et puis on aura l'occasion d'y revenir sur certains points un petit peu plus tard dans le live. Je vous en redirai des mots. Donc la réponse à la question, donc c'est la réponse A, B et E. Donc elle représente le premier cancer solide de l'homme de 20 ans. Donc ça c'est vrai, et je vais redétailler ça un petit peu après.
Elle peut être associée à une augmentation sérique des HCG totales. Oui, c'est vrai, ça fait partie des 3 marqueurs des tumeurs germinales. Les HCG totales, l'alpha-fétoprotéine et les LDH. Le piège là-dedans, c'est que c'est HCG total et qu'en France, on ne fait pas les bêta-HCG, ou quasiment pas. C'est HCG total qu'il faut retenir. La biopsie est nécessaire avant l'orchidectomie, pas forcément. Ça, je vous le redétaille plus tard dans la partie mise en évidence du cancer. Elles sont souvent associées à des adénopathies inguinales ou lombo-aortiques. Non, c'est lombo-aortique. Inguinal, c'est uniquement quand il y a un avancement du scrotum, ce qui est rare, c'est dans les grosses tumeurs, et donc on ne peut pas dire que ce soit souvent. Ça, pareil, on va en reparler dans la partie histoire naturelle, mais ça, c'est important de retenir, hein, pas d'adénopathie inguinale ou en tout cas pas fréquemment dans les cancers testiculaires, c'est surtout lombo-aortique. Donc, comment est-ce qu'on aborde l'épidémiologie? L'épidémiologie, je ne sais pas ce que vous en pensez, souvent, soit on aime, soit on n'aime pas. C'est quelque chose qui est assez vaste, et voilà, pour l'aborder, il faut diviser en 3 points. Premièrement, il faut avoir une idée globale des cancers les plus fréquents chez l'homme, chez la femme, en population globale, et des plus meurtriers. Donc, en population globale, le cancer le plus fréquent, c'est le cancer du sein, et non pas de la prostate. Je sais que dans certains bouquins, ça traîne. C'est le cancer du sein aujourd'hui, puisque vous le voyez en bas de la diapositive. Le cancer du sein, c'est 58 000 cas par an en 2018, enfin dans les estimations de 2018, et la prostate, c'est 50 000. Donc le premier cancer en population générale, c'est le sein, puis la prostate, et puis ensuite, c'est le cancer du poumon. Chez l'homme, les plus fréquents, c'est la prostate, c'est le poumon, c'est le côlon, et chez la femme, sein, côlon, poumon. Voilà, retenez-en 3, si vous pouvez 5, c'est le mieux, mais ça, clairement, cette diapositive, vous devez le savoir par cœur, parce que ces questions, elles sont posées tout le temps. L'ordre précis, j'y reviendrai après. La mortalité, le plus meurtrier, c'est le cancer du poumon, en population générale, hein, du côlon, et puis du cancer du sein. Ça, c'est les ordres à connaître. Deuxièmement, avoir une idée globale du chiffre. Eh bien, c'est ce qu'on a dit, je vous ai donné 2 exemples, mais on y reviendra, les chiffres précis. Voilà, c'est à connaître, en tout cas sur les 5 grands cancers à connaître par cœur. Mais je pense qu'il faut avoir une idée globale. Les questions, elles ne sont pas au millier près, mais il faut avoir une idée globale de la fréquence de ces cancers. Troisième chose, en plus de la répartition et des chiffres, il faut avoir une idée de l'évolution de l'incidence. Vous savez qu'il y a des cancers dont l'incidence diminue. Ce sont les cancers dont on a réussi à un petit peu juguler les facteurs de risque. C'est le cancer d'estomac avec la prévention, en tout cas le traitement des infections HPV. Pas du tout. J'ai un trou. Vous m'aiderez dans les commentaires. Ensuite, c'est le col de l'utérus, justement avec voilà, estomac, c'est Helicobacter pylori. Voilà, je l'ai. L'HPV, c'est pour le col de l'utérus. Alors, on n'est pas en capacité encore de mesurer l'efficacité de la vaccination, mais voilà. Et puis, les cancers de VADS et de l'œsophage avec la baisse de la consommation d'alcool. À l'opposé de ça, il y en a qui augmentent, et ça, il faut les connaître. C'est ceux qui sont associés à un vieillissement de la population, ceux qui sont associés à une amplification des facteurs de risque, notamment donc poumons et tous les cancers tabac induits chez la femme, et puis mélanome, parce qu'on va de plus en plus au soleil, voire on va dans des cabines à UV. Alors, un des problèmes, donc ensuite ça, on a vu comment aborder ce chapitre. Maintenant, quels sont les obstacles? Quels sont les obstacles dans ce chapitre? Je dirais qu'un des plus fréquents, c'est la discordance entre les documents. Voilà, comme j'ai dit, il y a des documents où c'est le cancer de la prostate le cancer le plus fréquent en population générale. Il y en a d'autres où c'est pas le cas. Et pareil, l'ordre précis, parfois on vous dit le cancer du col, c'est le 3e, 4e, on ne sait jamais où le situer. Donc il y a souvent de la discordance. Il faut que vous, de toute façon, vous fassiez une liste bien à vous et que vous fixiez, que vous n'ayez pas de doute dessus. Moi, je vous donne pour moi ce qui est la référence, c'est les estimations de 2018. Donc je vous ai mis le lien, c'est les estimations de l'INCa. Effectivement, les discordances, elles viennent du fait, notamment, que on n'a pas de registre en France et c'est que des estimations. Et donc, on peut avoir, selon les sources, des chiffres différents. Ça, l'INCa, normalement, c'est la source en France qui est la mieux validée. Donc vous pourrez voir, alors là on ne voit pas évidemment, mais en cliquant sur le document, vous aurez tout le document avec 2 tableaux, chez l'homme, chez la femme. Il faut faire des petites additions. Mais comme ça, on retrouve l'ordre des cancers les plus fréquents. Voilà, ça c'est la première chose. Pour moi, je trouve que c'est le truc le plus compliqué dans l'épidémiologie, c'est de se retrouver entre les sources. Voilà. Deuxièmement, les autres difficultés, donc la discordance entre les documents. L'autre chose qui peut être compliquée,
c'est confondre, alors ça c'est plutôt quand on aborde la mortalité, c'est de confondre pronostic et mortalité. Donc il y a des cancers qui sont de bons pronostics ou de pronostics favorables, mais qui sont tellement fréquents que c'est un facteur est responsable de beaucoup de décès. Par exemple, le cancer de la prostate, c'est plutôt un cancer de pronostic plutôt favorable, mais il est tellement fréquent que il est quand même dans la liste des cancers qui tuent le plus l'homme. À l'opposé, les tumeurs intracérébrales, c'est un pronostic effroyable, mais ça tue 2 fois moins que le cancer de la prostate en France. Donc ça, faites gaffe de ne pas vous faire piéger, de vous dire « Ah ben non, le cancer de la prostate, il ne doit pas être situé là dans le classement ». Tout ça parce que vous avez retenu qu'il y a de bons pronostics. Il faut bien dissocier les deux choses. Ensuite, quelle est la question posée? Troisième piège, troisième difficulté. Attention, quand vous lisez une question d'épidémiologie, est-ce qu'on vous demande en France? Est-ce qu'on vous demande dans le monde? Le cancer du col de l'utérus, c'est le 4e cancer de la femme dans le monde, c'est pas le cas en France. Attention à cette question-là, parce qu'on peut se faire piéger la question bêtement. Ensuite, est-ce que c'est incidence? Est-ce que c'est prévalence? Voilà. Et puis ensuite, dernière chose, attention, le cancer le plus fréquent en France, en fait, c'est des tumeurs cutanées, basocellulaires et carcinome épidermoïde cutané. Mais ils ne sont pas pris en compte dans la classification des cancers. C'est que le mélanome qui est entré en compte, vous verrez dans le document que je vous ai partagé avant. Je ne pense pas que ça puisse faire l'objet de pièges. Voilà, méfiance. Méfiance quand même, parce que de la façon dont ça peut être formulé, ça peut être piégeux. Première partie, il n'y a pas de questions particulières. On continue la partie histologie. Et donc, la question en rapport, bon, celle-là, je ne vous fais pas tourner le compteur parce qu'elle est assez simple, c'est quel est le sous-type histologique le plus fréquent du cancer de la prostate? Bon, c'est l'adénocarcinome. Ça, c'est pas une question difficile. Vous allez voir, l'histologie, il faut diviser les cancers en 2 sous-groupes. Donc, comment aborder l'histologie? Soit on est dans le cadre du cancer de la prostate, ou de la majorité des cancers, il y a une histologie qui est prédominante, qu'il faut retenir, c'est pas très compliqué, et il ne faut pas passer à côté de sous-types histologiques d'intérêt. Ça, je vous ai mis des exemples. Par exemple, c'est le carcinome épidermoïde dans la vessie. Donc, vous savez que l'histologie la plus fréquente du cancer de vessie, c'est le carcinome urothélial, mais il faut que vous ayez une notion du carcinome épidermoïde parce que c'est celui qui est induit par la bilharziose. De même titre, dans le cancer du rein, le plus fréquent c'est le carcinome à cellules claires. Il faut que vous sachiez que le papillomaire rénal, c'est souvent le cancer développé sur le rein chez les patients dialysés. Et c'est aussi le cancer qui a les formes génétiques, type 1 et type 2. Voilà, donc ça, il faut faire attention de ne pas passer à côté de l'histologie. Des histologies minoritaires qui sont d'intérêt. Il ne faut pas toutes les retenir. Alors, elles ont toutes sarcomes dedans, on peut faire des sarcomes de partout, mais il y en a quand même certaines qui sont intéressantes, ne passez pas à côté d'elles. Dans d'autres types de cancers, au contraire, ça, faut bien les différencier. L'histologie, c'est la base. C'est vraiment, si vous ne vous réfléchissez pas à l'histologie du cancer dès le début de votre chapitre, vous allez vous embrouiller. Et le meilleur exemple, c'est le cancer de la thyroïde. Et c'est ce qu'on va voir à la question, justement, tirée des annales. Celle-là, elle n'est pas facile. Concernant les carcinomes vésiculaires ou folliculaires de la thyroïde, qu'est-ce qui est vrai? Donc, ils représentent, je vais vous laisser répondre à la question. Donc, j'ai oublié de la lire, mais vous le lisez aussi bien que moi. Ils représentent moins de 5% des cancers thyroïdiens. Ils sont fréquemment associés à une NEM2. Ils diffusent en général par voie sanguine. La sensibilité du diagnostic de malignité par cytoponction est bonne. Et il est plus fréquent chez les hommes de plus de 70 ans. Donc ça, je le dis déjà, je le répéterai dans le live. Honnêtement, en brassant les annales, le cancer thyroïdien, il faut le bosser. Voilà, c'est pas un chapitre qui est facile, mais honnêtement, ça sort assez fréquemment. Donc, la réponse à la question. Donc la réponse à la question, c'était uniquement la C. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc les cancers vésiculaires et folliculaires de la thyroïde, il y aura un tableau plus tard où je vous redétaille différentes histologies. En tout cas, ils ne représentent pas moins de 5%, c'est plutôt 5, 10%, voire 10 à 20 selon les sources. Ils sont fréquemment associés à une NEM2. Non, ça c'est les cancers médulaires de la thyroïde. Diffusés en général par voie sanguine, oui, on va le revoir. La sensibilité du diagnostic de malignité de cytoponction est bonne. Ça, honnêtement, j'ai un petit peu botté en touche. Moi, j'ai conclu que non, parce que dans votre collège d'endocrinologie, il y a la phrase suivante. Donc la cytoponction, elle reconnaît 50 à 95% des cancers, il y a une variabilité en fonction de la personne qui ponctionne. Moi, j'en ai conclu qu'on ne pouvait pas dire que c'était un geste sensible. Maintenant, ceux qui l'ont coché, voilà, ça s'entend parce que ça peut aller jusqu'à 95%.
Et puis les plus fréquents chez les hommes de plus de 70 ans, non, c'est plus jeune que ça, avant la cinquantaine. Donc dans les cancers thyroïdiens, oui c'est ça, dans les cancers thyroïdiens, eh bien les sous-types, c'est quelque chose vraiment de central. Autant le cancer de la vessie, il y a le carcinome urothélial et vite fait le carcinome épidermoïde. Autant dans le cancer de la thyroïde, certes, il y a des sous-types plus fréquents que d'autres, mais vraiment entre un folliculaire, un papillaire, un médulaire ou un anaplasique, c'est radicalement différent. Et donc si dès le début du dossier, vous ne regardez pas lequel, ou vous confondez lequel et lequel, vous aurez tout faux au dossier. Ça change les examens, ça change le tableau clinique, ça change les examens à réaliser, ça change les traitements, ça change la surveillance, ça change tout. Donc ça, vraiment, bossez-les. Alors certes, il y a des sous-types moins fréquents, mais à mon sens, le carcinome médulaire de la thyroïde qui n'est pas très fréquent, il a autant de chances de tomber, voire plus de chances de tomber que le folliculaire. Donc voilà, ou que le papillaire. Donc les carcinomes papillaires, c'est les majoritaires. Non, les carcinomes folliculaires. Non, je le refais, les carcinomes papillaires, je vais y arriver. Donc ça fait partie, comme les vésiculaires et qu'on appelle aussi folliculaires, ça dérive des cellules folliculaires thyroïdiennes. Ça sous-tend quoi? Ça sous-tend que c'est sensible au rétrocontrôle par les hormones et au traitement à l'iode, et donc c'est sensible à l'irathérapie. Tandis que les cancers médulaires et les cancers anaplasiques ne sont pas sensibles à l'irathérapie. Ensuite, en termes de fréquence, le plus fréquent, c'est le papillaire. Il n'y a pas trop de terrain génétique, c'est le médulaire qui a le terrain génétique associé à la NEM2, et puis un pronostic qui est plutôt favorable. Les vésiculaires folliculaires, c'est là-dessus que portait la question. Eh bien, c'est 5 à 10%, et encore, je vous ai dit, il y a des sources qui disent plutôt 10 à 20%. C'est une dissémination hématogène possible, assez fréquente. Et puis, le pronostic il est un peu plus variable, et c'est sensible à l'irathérapie, puisque ça dérive des cellules folliculaires thyroïdiennes. À côté de ça, vous avez les carcinomes anaplasiques. Carcinomes anaplasiques, c'est, vous savez, les cancers qui ont un pronostic effroyable, qui dérivent de cancers différenciés, qui se sont indifférenciés ensuite, et qui donc surviennent chez les sujets un peu plus âgés et qui ont un pronostic terrible, sans traitement, pas sensible à l'irathérapie. Voilà, c'est 15% à 1 an. Et ça représente 75% des décès par cancer thyroïdien. Alors que c'est 1% des cancers thyroïdiens. Cancer thyroïdien, je profite pour vous donner une donnée en plus, ça fait partie, c'est le 4e ou le 5e cancer le plus fréquent chez la femme. Donc ça, vous ne vous faites pas piéger. Par contre, ce n'est pas un cancer très meurtrier, sauf l'anaplasique. Et puis le dernier sous-type, c'est le carcinome médulaire de la thyroïde. À mon avis et à mon sens, c'est ce que je vous disais, il a autant de chances de tomber que les plus différenciés. Pourquoi? Parce qu'il y a le terrain génétique, ça fait un super dossier. Le terrain génétique avec la NEM, on peut faire un dossier vraiment transversal avec toutes les atteintes des NEM. Ça dérive des cellules C, donc calcitonine, et donc pas sensible à l'irathérapie. Il y a un curage d'emblée, et on dose donc la calcitonine. Donc ça, clairement, si vous bossez pas l'histologie de façon complète, eh ben vous pouvez vous embrouiller. Il y a d'autres cancers dont c'est la même chose. Les tumeurs germinales, entre germinales, non germinales, entre séminomateuses, non séminomateuses, ça change tout. Il n'y a pas de tumeur, il n'y a pas de séminome de mauvais pronostic. La prise en charge, elle varie. La prise en charge après la chirurgie, elle varie si c'est un séminome ou pas un séminome. Donc ça, pareil, c'est pas les mêmes maladies. Les marqueurs varient aussi. Donc c'est un autre exemple où l'histologie, c'est la clé. Et puis cancer du poumon, petite cellule, pas petite cellule. Ça change tout. Cancer de l'endomètre, type 1, type 2, bon ça c'est un peu différent, mais le type 2, effectivement, c'est moins bon pronostic, ça change une grosse partie des traitements. Et puis les tumeurs cérébrales, évidemment, un glioblastome, c'est pas du tout pareil qu'un méningiome. Donc voilà, il y a ces deux idées-là, c'est soit un cancer avec une histologie la plus fréquente, et il ne faut pas rater les deux petits points d'intérêt à côté, soit l'histologie c'est la base, et là il faut bosser peut-être limite l'un, faire une pause, bosser l'autre, ou comparer en parallèle, mais voilà, ayez cette vigilance-là. Les difficultés, ah oui, une des difficultés de l'histologie, je trouve, c'est qu'il y a parfois différentes appellations. Donc par exemple, les carcinomes libercuniens, c'est des adénocarcinomes. Et si vous êtes habitué à dire que l'histologie des cancers colorectaux, c'est les carcinomes libercuniens, si dans une question, vous voyez adénocarcinome, ça va vous mettre le doute. C'est tout con, mais vraiment, le jour du concours, on peut être déstabilisé par ces choses-là. Voilà, carcinome urothélial, ça s'appelle aussi le carcinome à cellules transitionnelles. Donc, repérez en fonction des sources, en fonction des choses, et notez-vous-le bien. Parce que les choses qui paraissent classiques, basiques devant votre bouquin ou votre ordi, ça peut devenir compliqué le jour du concours.
Histoire naturelle. Alors là, on vient de voir l'histologie qui, à mon sens, est un des points clés d'un chapitre d'oncologie, dans la vraie vie aussi. Eh bien, l'histoire naturelle, c'est pareil. L'histoire naturelle, c'est central aussi. Alors, question alors, je ne sais plus si c'est Océane ou Océane Blanc en 2017. Quelles sont les néoplasies susceptibles de donner des lésions osseuses, avec un oubli de S, condensantes sur les radiographies? Encore un oubli de S. Donc, je vous laisse 30 secondes pour répondre. Je regarde un commentaire, pas de questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, n'hésitez pas à partager le live pour qu'on soit plus nombreux. Voilà. J'essaie de répondre au maximum aux questions pendant le live. Si jamais il y en a qui passent à l'as parce que je ne les vois pas, j'y répondrai plus tard par écrit. Donc s'il y a une question qui n'a pas été répondue en live, n'hésitez pas à revérifier dans les commentaires le lendemain que n'y ai pas répondu dans la nuit. Donc notre question que j'ai oublié de vous lire, quelles sont les néoplasies osseuses susceptibles de donner des lésions osseuses condensantes à la radiographie? Eh bien, dans la liste, j'ai retenu le cancer de la prostate et le cancer du sein. Voilà, le plus fréquent, c'est de loin le cancer de la prostate, c'est celui qu'on vous enseigne. Le cancer du sein, c'est quand même le deuxième. Voilà, c'est franchement les deux à retenir. Après, les autres, donc la LLC, ça donne pas de lésions osseuses. Les sarcomes, pas tellement. En tout cas, pas fréquemment. Pour ce qui est des hémopathies, c'est les lymphomes primitifs osseux. Donc ça, c'est la troisième cause. Cancer de la prostate, cancer du sein et puis le lymphome osseux. C'est les trois causes. Deuxième question, quels sont les sites métastatiques les plus fréquemment rencontrés dans les cancers colorectaux? Alors je vous laisse une petite seconde pour répondre. Avant de vous répondre, juste, j'ai eu du mal à répondre à cette question. Parce que clairement, on peut voir d'emblée que c'est une formulation totalement pourrie. Les plus fréquemment rencontrés, ça ne veut rien dire. Et ça, c'est des questions qui sont vraiment chiantes à répondre parce qu'on ne sait pas ce que l'examinateur a voulu dire. Voilà, les plus fréquentes, un onco qui bosse en salle d'onco, il voit, en salle d'oncologie digestive, il voit tous les jours des cancers colorectaux qui ont fait des métastases au cerveau ou à l'os. Voilà. Moi, je me suis basé à la fois sur votre collège et à la fois, effectivement, sur un point que je vais détailler après, mais j'ai répondu foie et poumon. Donc clairement, le foie, c'est plus fréquent. Le poumon, c'est aussi une entente fréquente. Maintenant, l'encéphale et l'os, c'est pas exceptionnel, ça arrive. Maintenant, dans le collège, ils disent que les trois les plus fréquentes, c'est avant tout le foie, et après péritoine et poumon. Et puis ensuite, les autres. Donc c'est pour ça que j'ai répondu à ces questions-là, d'autant plus que c'est aussi les questions, c'est aussi les points les plus intéressants, puisque foie et poumon, vous savez que c'est les métastases qui sont... On peut faire une prise en charge curative dans le cancer du côlon, pas les autres. Donc j'ai croisé ces deux données, ça m'a amené à répondre ça, mais c'est surtout dans le collège, c'est que je trouve que c'est assez clair quand même, dans le collège d'onco. Comment aborder l'histoire naturelle? Alors l'histoire naturelle, quand j'étais à votre place, il n'y a pas si longtemps que ça, clairement je le sautais. Parce que je ne voyais pas l'intérêt, là je suis ici, avec le recul pour vous dire, l'histoire naturelle, si vous voulez comprendre un dossier d'onco et pas juste réviser des données, des TNM, etc., ou de la prise en charge, il faut que vous bossiez l'histoire naturelle. L'histoire naturelle, clairement, ça explique beaucoup de choses. Comment on l'aborde? La plupart du temps, quand même, c'est très logique. Hein, ça fait des métastases de proche en proche selon le type de drainage. C'est pas très compliqué. Donc, plutôt que de retenir la masse de données, retenez les points qui sortent de l'ordinaire, les choses qui vous paraissent atypiques. On l'a dit tout à l'heure, les métastases, les adénopathies inguinales, dans le cancer du testicule, c'est que s'il y a envahissement du scrotum. Dans le cancer du col, de l'utérus, c'est que s'il y a un envahissement du vagin, de la partie inférieure du vagin. Voilà, ça, faut le notifier parce que ça change les traitements de radiothérapie, ça change, vous voyez, ça tombe en question. Deuxièmement, voilà, je cite le Krukenberg, les métastases ovariennes des cancers digestifs, il faut que vous en ayez entendu parler. Le reste, je l'ai dit. Et en cas de doute, pensez aux examens complémentaires ou pensez à la prise en charge. On fait une IRM cérébrale dans tous les cancers du poumon, c'est qu'il y a une propension à faire des métastases cérébrales. Et inversement, tiens, est-ce qu'on fait une IRM cérébrale systématique? Oui, dans l'histoire naturelle, je me souviens que c'est une proportion à faire des métastases cérébrales. On fait l'IRM cérébrale. Et dans les petites cellules, on va même jusqu'à faire des radiations d'encéphale en totalité pour prévenir le risque d'évolution métastatique cérébrale. Donc tout est lié, et c'est en réfléchissant logiquement que ça va vous aider. Voilà, ça c'est ce que j'ai dit.
Donc l'histoire naturelle, ce qui est les obstacles, bah, c'est fastidieux, parce qu'il faut connaître l'anatomie. Et encore une fois, eh bien, faites des liens entre traitements, entre examens complémentaires. Voilà, c'est ça qui va vous aider. Et puis, deuxième chose, il y a différents noms qui sont utilisés. Donc les ganglions pelviens, bah, ça comprend plusieurs autres sous-types de ganglions. Pareil, qu'est-ce que j'ai vu l'autre fois? Donc dans le cancer de la prostate, eh bien, les lombo-aortiques, parfois, on dit que c'est des ganglions rétropéritonéaux. Donc pareil, un peu comme les différentes histologies, là, faites attention aux différents termes, parce que ça peut être une difficulté. Et encore une fois, pourquoi c'est important? Parce que l'histologie, parfois, parce que l'histoire naturelle, pardon, parfois c'est la clé du dossier. Par exemple, dans le cancer de vessie, ben, les tumeurs infiltrant le muscle et celles non infiltrant le muscle, eh bien, si vous savez que les non infiltrant le muscle, la principale problématique, donc ça ne fait pas de lésions secondaires, mais la principale problématique c'est la récidive, ben, ça justifie tout le traitement, toute la prise en charge, toute la surveillance. Voilà, donc c'est souvent la clé. Donc, bosser les histoires naturelles. Voilà, pas de questions particulières. Donc, point suivant, les facteurs de risque. Donc, question ECN 2019. Donc, concernant l'utilisation prolongée de la contraception œstroprogestative, quelles sont les réponses exactes? Donc, je vous laisse répondre tranquillement à la question. Donc, les propositions, c'est diminution de la fertilité ultérieure, c'est augmentation des triglycérides, c'est augmentation du risque de cancer de l'ovaire, de l'endomètre, ou augmentation du risque de grossesse extra-utérine. Ça, c'est une question intéressante parce que ça brasse très large. C'est souvent dans les QI, soit c'est très basique, soit il y a des questions transversales comme ça. C'est pour ça que j'aime bien les QI. Je trouve que ça, voilà, ça permet d'aborder plusieurs choses. Donc, alors, les réponses vraies, bah, la seule réponse qui était vraie, c'était augmentation des triglycérides. Donc, diminution de la fertilité ultérieure, ça, vous le savez, c'est un peu un lieu, comment on appelle ça? Une rumeur populaire. Non, il n'y a pas de mise en évidence que la prise d'une contraception, ça diminue la fertilité ultérieure. Augmentation des triglycérides, oui, vous savez que la contraception œstroprogestative, elle fait des modifications biologiques, notamment du bilan lipidique. Ensuite, cancer de l'ovaire, cancer d'un l'endomètre, non. Ça augmente le risque de cancer du sein, mais je vais y revenir. Et puis augmentation du risque de grossesse extra-utérine, pas pour la contraception œstroprogestative, c'est pour la contraception progestative seule. Voilà, là vous avez déjà le type de question vraiment intéressante, piégeuse, mais claire, quoi. C'est des pièges qui sont juste des pièges de cours, sans que ce soit un piège lié à la formulation de la question. L'autre question, ça c'est pas simple, c'est les expositions professionnelles. Donc parmi les expositions suivantes, lesquelles entraînent un risque avéré de cancer du poumon? Eh bien, la silice, la fibre d'amiante, les hydrocarbures aromatiques, les amines aromatiques ou le formol. Donc, je vous laisse juste une petite seconde à répondre. Donc ça, les facteurs de risque professionnels, c'est pas simple. Voilà, je souligne ce que j'avais dit dans les commentaires du live d'Itar, pour ceux qui étaient là. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le regarder. Puis ceux qui étaient là, j'avais mis dans les commentaires que le radon, c'était quelque chose d'assez fréquent dans le cancer des poumons, c'est à la mode. Je le redis. Il y a pas mal de procès, de choses en cours là-dedans, c'est pas mal à la mode. Ceux qui n'ont jamais entendu parler du radon, et bien regardez, il y a un paragraphe dans votre collège. Donc les réponses, c'était la A, B, C. C'est vraiment pas simple. Alors, silice, fibre d'amiante, c'est assez simple parce que vous savez qu'il y a la silicose, donc que les atteintes de la silice, ça peut faire des atteintes au niveau du poumon. Et puis fibre d'amiante quand même, ça vous savez. Maintenant, entre hydrocarbures aromatiques polycycliques et amines aromatiques, c'est pas simple. Maintenant, ceux qui sont avancés dans leur révision et qui ont brassé large, vous savez que les amines aromatiques, c'est un des principaux dans le cancer de la vessie. Donc ça doit vous faire le différentiel. Les formols, c'est dans le nasopharynx. Pour ceux qui ont des doutes, parce que parfois les sources ne sont pas complètes, je vous ai mis un site qui était pas mal sur les expositions professionnelles. Comment aborder les facteurs de risque d'une manière générale? On en a vu deux. On a vu des facteurs médicamenteux, des facteurs professionnels. Eh bien, il faut que vous, alors à la fois quand vous bossez le chapitre et à la fois quand vous répondez à une question, pour être sûr de rien oublier, structurer votre pensée, rebrasser, alors c'est un peu à l'ancienne, mais rebrasser les sous-catégories de facteurs de risque. Dans chaque cancer, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un facteur de risque génétique? Ah, si, il y a un facteur de risque génétique. Est-ce qu'il n'y a pas un facteur iatrogène? Posez-vous la question à chaque fois.
il y a toujours un facteur iatrogène. Ensuite, environnemental. Ensuite, hormonal. Est-ce que c'est un cancer hormonodépendant? Oui, non. Ou hormono-amplifié, par exemple les méningiomes, qui ne sont pas, sont pas catégorisés dans un cancer hormonodépendant, mais n'empêche qu'on arrête la contraception chez les patientes atteintes de méningiome. Voilà. Donc pensez aux sous-types. Maintenant, deuxième chose pour retenir, quand un facteur de risque est fréquent, bah, c'est souvent difficile de retenir tous les cancers dont il est facteur de risque. Parfois, c'est plus simple de retenir les facteurs de risque les cancers dont il n'est pas facteur de risque. C'est un peu comme quand vous révisez les antibiotiques. Quand vous révisez les antibiotiques, si vous prenez un antibiotique de spectre large, c'est plus simple de retenir les quelques bactéries qu'il ne traite pas, plutôt que de retenir toutes les bactéries qu'il traite. Voilà, c'est pareil dans les facteurs de risque. Mon exemple, je le trouvais cool finalement, il y a quand même pas mal de contre-exemples à ça, mais je parlais du tabac. Ben, le tabac, en fait, les cancers dont il n'est pas facteur de risque, il y aura des choses qui sont logiques, c'est pas un facteur de risque de cancer osseux, de cancer intracrânien, voilà, ça c'est, je les mets de côté. Et finalement, les cancers, on peut avoir un doute, il n'y en a que 4. Donc c'est les cancers hépatiques, c'est les cancers de l'ovaire, c'est les cancers de l'endomètre, et puis c'est les cancers de la prostate. Comme ça, quand vous êtes face à une question, vous savez, soit c'est logique, évidemment, c'est pas un facteur de risque de tumeur osseuse, soit vous avez un doute, tiens, est-ce que c'est un facteur de risque du cancer du sein? Moi, c'est un truc où j'ai eu du mal à comprendre. Est-ce que c'est un facteur de risque du cancer du col? Est-ce que c'est un facteur de risque du cancer du rein? Eh bien, vous savez, non, c'est pas dans ma liste, c'est pas endomètre, ovaire, c'est pas prostate, c'est pas foie, donc c'est un facteur de risque. Voilà. Bon, c'est l'exemple que je trouve, il y en a peut-être des meilleurs, mais dans un facteur de risque fréquent, c'est une bonne solution. Les difficultés, on retrouve la divergence entre les sources. Ça, par exemple, je viens de vous le dire, c'était pour moi, quand j'étais à votre place, c'était le cancer du sein. Tabac et cancer du sein. Est-ce que le tabac est un facteur du cancer du sein? Il y a des bouquins où c'est marqué oui, il y a des bouquins où c'est marqué non. Et honnêtement, j'ai eu du mal à trouver l'info. Alors, premièrement, trouver des sources fiables. L'INCa, c'est le site E-cancer, c'est une source fiable. Deuxièmement, si vous l'avez vu marqué dans des bouquins clairement et dans d'autres c'est pas marqué, moi je cocherais plutôt oui. Voilà. Parce que si c'est non, il faut que ce soit clairement établi que ça n'en est pas un. Donc le tabac dans le cancer du sein, c'est clairement écrit sur le site de l'INCa. Il y a des bouquins, ça apparaît pas, moi ça m'a embrouillé, mais finalement il faut retenir que oui, c'en est un. Voilà. Faites gaffe à la formulation enfin, parce qu'il y a des facteurs de risque. Il y a des débats dans la grande presse, par exemple, tout ce qui est pesticides, etc. Eh bien, le Roundup, est-ce que il y a un cancérigène probable, etc. Donc, lisez la question, parce que souvent, c'est quels sont les cancers de risque avérés, facteurs de risque avérés de cancer, quels sont les facteurs de risque supposés, voilà. Lisez bien la question. Généralement, ils demandent les avérés, mais bon, faites attention. Et puis, dernière chose, et on va revenir comme ça à la question, il y a des profils de facteurs de risque qui se ressemblent. Et ça, le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est ovaire, endomètre, sein, et puis un petit peu le col. J'y reviens dans la question, dans la slide suivante, mais quand vous avez des choses qui se ressemblent, il y a deux écoles. Soit vous les bossez vraiment très séparés dans le temps, comme ça vous évitez de confondre. Moi, je confondais pas mal, genre cancer de l'endomètre, cancer de la vessie, ou cancer du rein et cancer de l'ovaire. Voilà, parce que c'est des organes qui se ressemblent un petit peu. Je les bossais très séparément, mais au final, quand vous embrouillez, le mieux c'est d'aller confronter les deux données, et comme ça vous retiendrez bien les différences. Et là, c'est ce qu'on va faire pour les facteurs de risque. Donc, il y a des profils de facteurs de risque qui se ressemblent entre les 4 cancers. Donc, il n'y a pas de colonne pour cancer du col, mais je vais vous le dire oralement. Le cancer du col, par exemple le tabac, c'est un facteur de risque de cancer du sein et du col, pas de l'endomètre et pas de l'ovaire. Pareil, ensuite, tout ce qui est hormonal, la contraception œstroprogestative, c'est un facteur de risque de cancer du sein, pas du cancer du col, en tout cas c'est plutôt les progestatifs. Ça c'est un petit peu, pour le coup, pas très clair, ça varie selon les ouvrages. Et par contre, c'est un facteur protecteur de cancer de l'ovaire et de cancer de l'endomètre, avec des sources qui disent qu'il y a diminué de 50% le risque de cancer de l'endomètre. Donc la contraception progestative, attention. Et dernière chose encore plus subtile, le traitement hormonal substitutif de la ménopause, aucun lien avec le cancer de l'ovaire, là où la contraception en avait un. Ça, vous savez, c'est que le cancer de l'ovaire, c'est pas hormonodépendant, mais c'est plutôt dépendant du nombre de cycles et du nombre très schématiquement, d'ovules qu'il va produire.
Et donc si on met une contraception qui bloque l'ovulation, ben, on protège du cancer de l'ovaire. Et ça n'a pas de lien avec l'hormone. À côté de ça, ben, le cancer du sein et de l'endomètre, c'est hormonodépendant. Mais pour le THS et le cancer de l'endomètre, c'est qu'un traitement hormonal mal conduit qui est un facteur de risque, c'est-à-dire un traitement hormonal substitutif qui ne fait pas l'association entre œstrogène et progestérone. Tandis que le cancer du sein, cette association, ça c'est un petit peu une nouveauté dans le collège, l'association œstrogène plus progestérone semble être un petit peu plus un facteur de risque qu'un traitement hormonal substitutif qu'avec une seule modalité. Donc là, si vous ne les comparez pas, vous ne saurez plus lequel est lequel. Donc là, vous avez le tableau. Donc contraception, facteur de risque du cancer du sein, protecteur des autres. THS, mal conduit pour le cancer de l'ovaire, aucun rapport dans le cancer, non, mal conduit pour le cancer de l'endomètre, aucun rapport dans le cancer de l'ovaire, et puis plutôt oui pour le cancer du sein avec l'association, et puis le tabac que dans le cancer du sein et du col. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, encore une fois, à mettre vos questions. La sous-partie suivante, c'est les circonstances cliniques, circonstances de découverte clinique. Donc, question des ECN 2019. Quels sont les symptômes en faveur d'un cancer de la prostate? Dysfonction érectile, hop, je lance le chrono en même temps, dysfonction érectile, incontinence urinaire à l'effort, hématurie terminale, hématurie initiale ou dysurie. Donc, je vous laisse les 25 secondes pour répondre. Ça permet de reprendre mon souffle. Donc là, on a quand même vu des parties qui sont cruciales dans l'apprentissage d'un chapitre d'oncologie. Clairement, bon, circonstances de découverte, ça permet de faire des dossiers transversaux, mais ce n'est pas la partie la plus compliquée d'un chapitre. Donc, quels symptômes sont en faveur d'un cancer de la prostate? Eh bien, hop. Donc, ce n'est pas la dysfonction érectile. Là, c'est je trouve un joli piège. Dysfonction érectile, c'est une complication des traitements, mais ce n'est pas une complication du cancer de la prostate. C'est l'incontinence urinaire d'effort, oui, comme tous les symptômes du bas appareil urinaire, donc pareil, la dysurie. Et donc, c'est une hématurie initiale. Donc, les hématuries, je vous rappelle rapidement, il y a l'hématurie initiale qui est plutôt urétro-prostatique, il y a l'hématurie terminale qui est plutôt vésicale, et puis il y a l'hématurie totale qui est plutôt d'origine néphrologique. Donc les circonstances cliniques, soit c'est sur un symptôme, soit c'est sur un dépistage. Et donc là, dans l'ECN Blanc 2018, il y avait une question donc, sur le PSA. Donc est-ce que, je lance le petit chrono, est-ce que le PSA total sérique, est-ce que son augmentation, ça implique la réalisation d'une échographie endorectale? Est-ce que son dosage n'a pas d'intérêt chez les sujets dont l'espérance de vie est inférieure à 10 ans? Est-ce que son dosage doit être réalisé annuellement de façon systématique? Est-ce que son dosage implique la réalisation systématique du dosage de la fraction libre? Ou est-ce que son augmentation doit amener à la réalisation de ponctions biopsie prostatique? Suspense. Donc, la réponse à la question, donc c'est la B et la E. Donc, là, la A, je ne l'ai pas cochée, parce que l'échographie prostatique, vous le savez sans doute, ou vous le saurez maintenant, l'échographie prostatique, ça sert à mesurer le volume et ça sert à guider des biopsies. Ce n'est pas du tout un examen à visée diagnostique. Le dosage n'a pas d'intérêt pour les sujets dont l'espérance de vie est inférieure à 10 ans. Ça, c'est plutôt oui, et ça rejoint la C. Son dosage doit être réalisé annuellement à partir de 50 ans dans le cadre du dépistage de masse. Non, le dépistage du cancer de la prostate, vous savez que ça agite les foules. Et ça fait des oppositions entre urologues et non-urologues. N'empêche qu'aujourd'hui, c'est un dépistage qui est individuel sur le toucher rectal et le PSA. Et puis, il n'y a pas d'intérêt chez les sujets dont l'espérance de vie est inférieure à 10 ans parce que l'évolution de la maladie fait que ça ne les met pas en danger. Et vous savez que, vous le saurez, qu'on a surtraité ces dernières années les cancers de la prostate, notamment beaucoup de chirurgies qui étaient morbides chez des patients qui n'auraient pas été embêtés par le cancer de la prostate. Donc aujourd'hui, on revient en arrière. Et donc on revient en arrière sur les traitements, on revient aussi en arrière sur arrêter d'embêter des gens qui ne seront pas menacés par le cancer de prostate, mais plutôt par leur comorbidité cardiovasculaire, etc. Son augmentation doit amener à la réalisation de ponctions biopsie prostatique, oui. Maintenant, souvent, on réalise l'IRM avant. Et son augmentation implique la réalisation systématique du dosage à fraction libre. Non. Voilà.
Donc, les circonstances de découverte, donc il y a plusieurs situations. On a alors le dépistage, je viens de vous en toucher un mot. Globalement, dépistage à connaître par cœur, par cœur, par cœur. Clairement, voilà. Alors, Itar, dans son live précédent, vous en a parlé, donc je vous invite à le regarder. Je ne vais pas y passer des heures, mais 3 dépistages de masse, le sein, le côlon et le cancer du col de l'utérus. Et j'attire votre attention sur le cancer du col de l'utérus. Il y a énormément de choses qui ont changé, dont les modalités de vaccination. Vous savez, depuis décembre 2019, on vaccine les garçons. La TNM a changé en 2019, et puis les modalités de dépistage avec le test HPV qui prend du galon. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, eh bien, et qui nous rejoindront sur la suite des conférences Cartesia, eh bien, je traiterai ce chapitre-là, et puis on aura le temps de reprendre tranquillement toutes les nouveautés du cancer du col de l'utérus en 2019, parce que ça a bougé. Donc le dépistage comme circonstance de découverte. L'histoire naturelle, on vient d'en parler. Les syndromes paranéoplasiques, et puis les complications. Donc évidemment, c'est la porte aux dossiers transversaux, et quand on regarde, c'est ce que je disais en introduction, quand on regarde les dossiers qui tombent, les dossiers progressifs, c'est rarement un cancer pur et dur. Hein. C'est souvent, alors soit c'est un dépistage, c'est un cancer pur et dur, souvent c'est une complication, c'est l'endocardite qui fait révéler le cancer du côlon, c'est l'hématurie obstructive, il faut mettre la sonde, après ça fait révéler un cancer de la vessie. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Eh bien, syndrome paranéoplasique, je vous les ai récapitulés. Alors, je ne vais pas aborder, je ne sais pas si le tableau est exhaustif, mais j'ai pris les cancers les plus fréquents. Il est probablement pas très lisible, mais vous l'aurez dans les diapos que je vous rappelle, vous pouvez télécharger. Je vois dans les commentaires que vous avez le lien pour le télécharger. Globalement, qu'est-ce qui est intéressant dans ce tableau? Bon, c'est les cancers bronchiques. Donc les cancers à petites cellules, ils font plutôt les syndromes paranéoplasiques un peu originaux, non osseux. Et puis les cancers non à petites cellules, ils font les osseux, genre l'hypercalcémie ou voilà, alors je recherche le nom, l'hypocratisme digital et la maladie de Pierre-Marie. Ça, c'est cancer bronchique. L'autre pourvoyeur, c'est le cancer de l'estomac, notamment avec les thromboses, vous savez, le syndrome de Trousseau. Le cancer de l'ovaire, c'est les anti-yo qui font un tableau neurologique, notamment un syndrome cérébelleux. Et puis le cancer du rein, la polyglobulie, l'hépatomégalie non métastatique, syndrome de Stauffer. Voilà, tout ça. Et ça, bah, clairement, c'est royal. Un dossier de néphro qui commence par une GEM et qui en fait fait révéler un cancer, c'est des super dossiers. Pointus et intéressants, qui reflètent la vraie vie et qui sélectionnent bien les étudiants, donc c'est royal. Un dossier, un SIADH sur un cancer du poumon, pareil, c'est des super dossiers. Donc, bosser les syndromes paranéoplasiques. Bon, comment aborder les circonstances de découverte? Donc, être béton sur dépistage, je vous l'ai dit. Ça, clairement, je pense que ça tombe chaque année. Deuxièmement, devant tout dossier, je pense, c'est tellement fréquent que ça tombe la cancérologie, toujours se poser la question du cancer. Voilà, c'est ce que je disais dans l'endocardite, dans l'anémie. Hein. L'anémie et carence partielle, il faut penser au cancer digestif. Donc pensez toujours au cancer, et à la fois, quand ça sent le cancer à plein nez, vous jetez pas dessus. Enfin ça c'est une règle générale dans tous les dossiers. Et bon voilà, les D4 vous le savez, mais ceux qui ont un peu moins d'expérience que vous le savent un peu moins, ou s'en sont pas encore rendus compte, mais voilà, quand vous avez le diagnostic qui vous pend au nez, attention à pas rater dans les premières questions les diagnostics différentiels. Un patient qui fume, qui tousse, qui a perdu du poids, qui a des sueurs nocturnes, courez pas sur le cancer du poumon, pensez au diagnostic différentiel, la tuberculose, etc. Ça, c'est un piège souvent dans les dossiers parce qu'ils font des choses tellement caricaturales qu'on a envie de se jeter dans le dossier. Et on en oublie que dans la vraie vie, les choses sont moins simples et qu'il faut penser au diagnostic différentiel. Donc, voilà. À la fois, penser, évoquer à chaque fois le cancer. Et à la fois, alors c'est peut-être mon biais de passionné de cancéro, hein, mais bon, quand même, c'est suffisamment fréquent pour avoir à y penser. Mais ne foncez pas tête baissée dans votre diagnostic. Et bien justement, examen complémentaire, confirmation de diagnostic. Donc là, la question, on est face à une femme qui a 28 ans et qui se palpe un nodule du cadran supéro-externe droit, qui n'a pas de ganglion clinique, et on demande donc quels sont les examens qui doivent être réalisés en première intention. Bon, ça, c'est pas une question qui est extrêmement difficile et un piège.
J'espère que vous le voyez. Encore une fois, n'hésitez pas à partager le live et à répondre ou à poser vos questions dans les commentaires. Hop. Donc, les deux examens réalisés, c'est l'écho et la mammo. La radiographie pulmonaire, bon, ce serait dans l'idée du bilan d'extension, c'est trop tôt pour le dire. Là, on demande vraiment la première intention. La radio de thorax avec l'échographie hépatique et voilà, ça fait partie du bilan d'une des modalités. Maintenant, on fait plus volontiers des scanners TAP ou des TEP. Et puis, donc, dosage du C à 15,3, globalement, les marqueurs, c'est rarement au diagnostic, hein. À part le PSA et les marqueurs des tumeurs germinales, il n'y en a pas beaucoup qui servent au diagnostic, méfiez-vous. Et puis l'IRM mammaire, à mon avis c'était ça le piège ça peut vous faire douter. C'est une femme jeune, c'est l'indication d'une IRM mammaire en théorie, mais c'est en seconde intention. Ça j'ai eu le doute, j'ai vérifié dans le collège, effectivement ils disent bien, hein, c'est écho-mammo, l'IRM mammaire c'est s'il y a un doute, c'est si c'est un carcinome lobulaire, c'est si c'est une femme jeune avec les seins denses, donc il faut d'abord faire la mammographie pour s'en rendre compte. C'est dans la surveillance des BRCA, c'est dans ceux qui ont l'air plutôt multifocaux, etc. Comment aborder les examens complémentaires? Alors là, je vais enfoncer une porte ouverte, mais bien lire la question. Mais à mon avis, c'est à mon sens la partie la plus compliquée, la plus subtile, parce qu'en fait, ces questions un peu larges, on ne comprend jamais exactement ce qu'ils veulent demander. Donc vérifiez exactement qu'est-ce qu'ils demandent. Est-ce que c'est des examens à visée diagnostique? Est-ce que c'est quels examens réalisez-vous? Bah, si c'est quels examens réalisez-vous, bah, faut penser à faire le bilan pré-thérapeutique éventuellement, déjà. Il faut penser à faire le bilan génétique, il faut penser à faire le bilan d'un symptôme qui vous a décrit par ailleurs. Voilà. Et il faut bien séparer les examens de première intention, de confirmation diagnostique, puis le bilan d'extension, puis le bilan pré-thérapeutique. Quand vous apprenez le chapitre, séparez bien ça. Mais quand vous répondez à la question, rappelez-vous, tiens, finalement la question elle est vachement large. Quels examens réalisez-vous à ce stade? Ben, on ne vous demande pas que les examens diagnostiques, on peut vous demander des choses plus larges déjà. Par exemple, un tableau neurologique sur qui vous fait penser à une lésion cérébrale. Il faut faire l'imagerie cérébrale. Quel examen réalisez-vous à ce stade? Ça se discute de réaliser un bilan d'hémostase avant qu'il passe en O-bloc. Donc, bien lire la question, je vous l'ai dit, et les difficultés de cette partie-là. Eh bien, alors, effectivement, premièrement, attention aux examens de première intention qui ne sont pas les examens de référence. Encore une fois, ça est en lien avec bien lire la question, mais devant un ictère, quel examen réalisez-vous? C'est une échographie hépatique et des voies biliaires. C'est pas le scanner d'emblée. Par contre, quel examen réalisez-vous pour mettre en évidence quel examen de référence du cancer du pancréas? Ben, c'est le scanner. L'autre exemple, qu'est-ce que j'ai comme autre exemple en tête? Voilà, lésion cérébrale, un cancer, voilà, un patient qui vient avec tableau d'HTIC, on réalise le scanner d'abord, mais l'examen de référence c'est l'IRM, mais on ne réalise pas une IRM en urgence d'emblée comme ça. Donc attention à ce qui est posé dans la question, attention dans la façon dont vous apprenez, parce qu'effectivement, l'échographie abdominale c'est pas un bon examen pour voir un cancer du pancréas, par contre dans un dossier il faut la citer en premier avant même le scanner. Ensuite, on fait plus d'examens en pratique que dans les recommandations. Là, c'est plutôt dans la partie bilan d'extension, mais c'est, voilà, quand vous allez en stage, on fait des TEP à tout va, on fait des bilans hyper larges parce qu'on se couvre. À l'ECN, on est plutôt proche des recos, donc soit on vous demande quel examen pouvez-vous réaliser, dans ce cas-là, on est large, soit on vous demande quel est le bilan d'extension du cancer du sein. Là, il faut rester dans les clous, hein. Et puis, donc, quelle est la largeur de la question? Donc ça, est-ce que je mets tous les examens d'emblée ou est-ce que je fais par étapes? Pas d'exemple en cancérologie là tout de suite qui m'est venu, mais je vous donne l'exemple en hémato, l'anémie. Souvent on est en difficulté dans les dossiers parce que quel bilan réalisez-vous devant une anémie? En théorie, dans vos cours, c'est le VGM, puis je regarde si c'est en fonction de si c'est normaux ou macrocytaires, je fais les rétiques pour vérifier si c'est régénératif, puis si c'est régénératif, je regarde ça. En pratique, on balance tout. Et il y a des questions quand elles ne sont pas claires, où on ne sait pas si on doit cocher juste l'examen de première intention avant de débloquer les autres étapes, ou si je dois tout cocher. Donc voilà, ça répond pas beaucoup, mais là je n'ai pas beaucoup de solutions à vous donner, c'est juste pour vous souligner ces points subtils qui peuvent vous poser problème. Quand on vous demande des examens complémentaires, réfléchissez-y à l'avance, et quand vous bossez un dossier, réfléchissez
à ce qui va vous poser problème quand vous bossez un chapitre. Réfléchissez à ce qui va vous poser problème quand vous bosserez un dossier. Voilà. Donc, donc ça, c'était la partie examen, bilan d'extension, etc. Maintenant, la confirmation diagnostique, c'est différent. On fait l'imagerie pour évoquer, mais la confirmation diagnostique, elle est quasiment toujours histologique. Sauf, eh bien, il y a des exceptions. Donc, à chaque fois qu'on vous dit biopsie, c'est simple, vous dites globalement oui, en réfléchissant à la modalité la plus simple, et en faisant, et là c'est le bas de la diapo, en cherchant le site le plus accessible possible. Un cancer du pancréas avec une lésion pancréatique qui a des métastases hépatiques, vous biopsiez les lésions hépatiques. La découverte d'une lésion cérébrale d'allure secondaire, vous faites le scanner, TAP, il y a des lésions hépatiques, vous biopsiez les lésions hépatiques et pas les lésions cérébrales. Attention aux lésions osseuses, ça peut être bien à biopsier, par contre, il faut les décalcifier. Il y a certaines analyses qu'on ne peut pas faire. Donc les lésions osseuses, c'est souvent très accessible. C'est jamais un examen génial pour faire une histologie complète. Donc méfiez-vous de ça. Maintenant, je reviens au milieu de la diapo. Biopsie, oui. Histologie, oui. Mais il y a des cancers, on n'est pas obligé de faire d'emblée une biopsie pour les prendre en charge. L'exemple, je trouve vraiment le plus caricatural, c'est le néphroblastome chez l'enfant, puisqu'on peut balancer une chimiothérapie sans avoir de diagnostic histologique. Tandis que le cancer du pancréas, le cancer du rein, on peut les opérer sans avoir de diagnostic parce que on va faire une analyse de la pièce opératoire et ensuite on décidera. Par contre, si on s'oriente vers une chimiothérapie, on fait une biopsie. Hein. Et puis, donc le CHC, si c'est un patient cirrhotique avec des critères d'émergie qui concordent, on peut faire un traitement sans avoir de biopsie. Et puis les tumeurs germinales, c'était la première question, je vous avais promis qu'on y reviendrait, je tiens parole. Et bien les tumeurs germinales, les tumeurs du testicule, si vous avez les marqueurs élevés et puis que que l'échographie montre une lésion, vous faites l'orchidectomie par voie inguinale et puis vous traitez ensuite, ou pas. Mais il n'y a pas besoin de biopsier le testicule. Et d'ailleurs, c'est même, voilà, ne pas le faire. Juste pour votre culture générale et pour ceux qui seront intéressés par l'oncologie, la démarche de ne plus faire aucun prélèvement, notamment pour, par exemple, le CHC, c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins, parce que à l'avènement des thérapeutiques ciblées, on a besoin de matériel histologique pour faire des thérapeutiques ciblées. C'est vrai que ça ralentit la recherche dans le CHC, par exemple, parce que la plupart du temps, on n'avait pas d'histologie. Et donc, c'était difficile de trouver des cibles à cibler s'il n'y a pas d'histologie. Donc de plus en plus, on y revient. Mais pour l'instant, voilà, retenez cette liste-là. Je ne sais pas si elle est exhaustive, donc n'hésitez pas à compléter dans les commentaires. Mais c'est ceux qui me sont venus en lisant le bouquin. Bien lire la question. Oui. Est-ce qu'on vous demande la confirmation diagnostique ou est-ce qu'on vous demande autre chose? Est-ce qu'on vous demande avant le traitement? Est-ce qu'on vous demande avant le bilan complémentaire? Voilà. Bon, ça va revenir plusieurs fois bien à la question, mais clairement, c'est la clé. Hein. Quand vous avez un doute, vous ne savez pas répondre à une question, relisez-la avant de cocher quelque chose au hasard. Là, on vous l'avait promis au tout début en créant l'événement et finalement, le dossier, vous allez voir, il est petit. Les questions de chirurgie sont petites, donc c'est assez court. Mais en transition entre la confirmation diagnostique et les TNM, je vais corriger les annales, enfin pas les annales, le concours blanc qui était en Ile-de-France en décembre, en tout cas les questions intéressantes du dossier de cancérologie, qui en fait n'était pas un dossier de cancérologie, c'est un dossier transversal, cardiologie-urologie, ça c'est magnifique cette association. Le dossier était assez marrant, la partie oncologique assez pauvre, mais je vous ai pris les questions les plus intéressantes. Globalement, c'est un patient qui a 70 ans, qui a une hématurie macroscopique. Il a un terrain plutôt vasculaire, évidemment, parce que c'est un dossier de cardio. Il est tabagique. Et puis, bon, il y a le traitement à visée cardiologique. L'échographie vésicale que vous aviez, qui retrouve donc cette lésion bourgeonnante. Et on vous demandait quelle est la suite de votre prise en charge. Ceux qui reprennent ou qui ont déjà fait ce dossier, évidemment, j'ai sauté des questions, j'ai sélectionné les plus intéressantes. Mais qu'est-ce que vous faites à ce stade? Il a une hématurie macroscopique avec à l'échographie ce qui ressemble à une lésion endovésicale. Est-ce que vous faites une cytologie urinaire? Est-ce que vous faites une protéinurie? Est-ce que vous faites une urétrocystoscopie ou une urétéroscopie? Ou est-ce que vous réalisez une résection transurétrale de vessie? Je vous laisse les petites secondes pour répondre.
Donc là, les premières questions, elles sont plutôt sur les examens. Donc un exemple de symptômes qui va mener à découverte de cancer, je vous spoil. Et puis, plus tard, vous allez voir le lien avec les questions d'après. Donc, là, il y avait un petit piège. Les examens réalisés, c'est l'urétrocystoscopie pour faire une résection transurétrale de vessie. Donc, vous savez, le cancer de la vessie, l'examen clé, et on l'a vu dans la partie histologie, je vous rappelle, la partie clé, c'est est-ce que c'est une tumeur infiltrant le muscle ou est-ce que c'est une tumeur non infiltrant le muscle. Et pour le savoir, la seule chose à faire, c'est de faire une résection transurétrale de vessie. Donc ça, c'est un examen clé, et ça se fait pendant une cystoscopie rigide au bloc. La cystoscopie souple, si elle était cochée, si elle était proposée, il n'aurait pas fallu la cocher, parce que quand il y a une lésion évidente à l'échographie, elle n'a pas d'intérêt, elle ne permet pas de réaliser des biopsies, et donc du coup, il n'y a pas besoin de passer par cet examen. Vous savez qu'il y a quelque chose dans la vessie, il faut y aller en pouvant, pour pouvoir faire la résection transurétrale de vessie, pour regarder le degré d'invasion. L'urétéroscopie, non, on ne va pas mettre des sondes jusque dans les uretères, ça n'a pas de sens. Juste la cytologie urinaire. Alors la protéinurie avant, non, parce que quand il y a les matures macroscopiques, la protéinurie est non interprétable, simple. Et puis réalisation d'une cytologie urinaire, alors c'est cité dans les examens du cancer de la vessie. Là, c'est plutôt un examen de dépistage. C'est un examen que vous réalisez dans le suivi des patients exposés aux amines aromatiques, par exemple. Vous pouvez le réaliser dans le suivi des tumeurs non infiltrant le muscle. Par contre, en diagnostic, quand vous savez qu'il y a une lésion vésicale qu'il faut aller prélever, la cytologie urinaire n'a pas de grand intérêt parce qu'elle n'a d'intérêt que positif. Si c'est positif, vous allez faire la résection transurétrale de vessie. Si c'est négatif, vous allez faire la résection transurétrale de vessie. Ensuite, il vous donne les résultats de l'histologie. Qu'est-ce qu'on peut noter principalement? Donc, c'est en gros un aspect de carcinome urothélial infiltrant le chorion, qui a des atypies sévères et qui est de haut grade, avec de la nécrose, avec des mitoses en nombre modéré, et il n'y a pas d'invasion de la musculaire muqueuse, et la musculeuse n'est pas vue. La question associée à ça, c'est la suivante. Est-ce que un stade, je vous mets le chrono, attendez, hop, est-ce qu'un stade PTIS, donc in situ, peut être exclu d'emblée? Est-ce qu'il s'agit d'un stade PT1 au minimum? Est-ce qu'un stade PT2 peut être d'emblée exclu? Est-ce qu'il s'agit d'une tumeur de mauvais pronostic ou est-ce que cette résection doit être, est-ce qu'elle suffit pour dire si c'est une tumeur infiltrante ou non infiltrante? Donc c'est là où vous voyez le lien entre la TNM, enfin les examens complémentaires et la TNM qu'on va aborder ensuite. Celle-là, elle est assez subtile. Elle est assez jolie. Donc, hop. Les réponses, c'était la A et la B. Donc, je vous remets, voilà, c'est en vert, c'est ce qui était vraiment les points importants. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas la musculeuse. Et clairement, la différence entre entre tumeur invasion qui a une invasion de la musculeuse et une qui n'envahit pas, eh bien, c'est de voir la musculeuse. Et il y avait une infiltration de la musculaire muqueuse, il y avait une infiltration du chorion profond. Donc ça permettait, hop là, pardon, je me suis spoilé, ça permettait de dire que c'était pas un stade in situ, puisqu'il y avait une invasion du chorion et de la couche inférieure, que c'était un PT1 au minimum, parce qu'il y avait une invasion de la musculaire muqueuse. Par contre, on ne pouvait pas conclure sur le PT2. Je vous rappelle que le PT2, c'est la limite entre les TVIM et TVNIM. Donc on ne pouvait pas l'exclure. Et donc cette résection, elle ne pouvait pas conclure à déterminer le caractère infiltrant ou non. Et puis, est-ce que c'est une tumeur de mauvais pronostic? J'ai dit plutôt non. C'était, honnêtement, j'ai trouvé ça très difficile à répondre. Il y a beaucoup d'atypies. Bon, c'est une tumeur qui est décrite de haut grade. À côté de ça, on ne sait pas si c'est une infiltrant ou non infiltrant le muscle. Et à mon sens, il n'y a pas de tumeur non infiltrant le muscle et de mauvais pronostic. C'est à haut risque de récidive, mais c'est pas de mauvais pronostic pour autant. Donc, comme on ne sait pas si ça infiltre ou pas, moi j'ai considéré qu'on ne pouvait pas dire que c'était de mauvais pronostic. Et là, je suis désolé, la réponse elle apparaît, mais quelle est votre attitude à ce stade? Eh bien, une nouvelle résection endoscopique
de vessie, évidemment, parce que l'histologie est tellement, enfin l'histoire naturelle d'ailleurs, est tellement la clé de cette question-là et de ce chapitre-là, et du cancer de la vessie en général, dans la vraie vie, eh bien qu'on est obligé de la refaire. Et le reste des examens, eh bien, il va dépendre de si c'est infiltrant ou pas. Une tumeur non infiltrant le muscle, on réalise un scanner plutôt urothélial pour voir le reste des voies urinaires. Un cancer de vessie infiltrant, on fait un autre bilan d'extension. Et on arrive aux choses qui font mal, c'est classification de TNM. Donc là, soufflez un grand coup, on aborde le sujet qui fâche. Donc on a vu son intérêt dans la question précédente, et je crois qu'il y a des questions après qui le revoient. Mais comment aborder la TNM? Pardon, il y a une petite erreur sur la diapo. Eh bien, il faut séparer deux situations. Vous avez donc les TNM, les 5 TNM qui sont à connaître sur le bout des doigts. C'est donc le poumon, la prostate, le sein, le côlon, le mélanome. Ça, il faut les connaître. Et c'est extrêmement difficile. Et vous allez voir, après, je vais vous donner des petits conseils qui aident à les retenir. Dans tous les cas, ces conseils ne sont pas magiques. Et c'est une partie hyper dure de la cancérologie, ces 5 TNM. Donc, à la fois, vous allez voir ce que je vais vous expliquer ensuite. À la fois, je pense qu'on ne peut pas échapper de se relire la TNM du cancer du poumon dans la semaine avant le concours. C'est comme ça. Deuxièmement, donc ça c'est les 5 TNM qui sont à connaître sur le bout des doigts. On y revient. Deuxièmement, il y a les TNM, les autres, qui ne sont pas à connaître sur le bout des doigts, mais qui sont quand même à connaître, en tout cas dont il y a des notions à connaître de façon pointue. Parce qu'il y a des choses qui changent les bilans d'extension, qui changent les traitements, et c'est difficile de ne pas fermer les yeux dessus, bien que ce ne soit pas au programme. L'exemple, c'est ce qu'on vient de voir. Ben là, il y a une question de TNM sur le cancer de la vessie dans un concours blanc de l'ECN. Parce que le infiltrant, non infiltrant, pas savoir que le T2 c'est l'infiltrant, ben vous ne pouvez pas répondre à la question. Pareil, le col, le stade 1B3, qui est donc la nouvelle TNM qui correspond au stade 1B2 d'avant, c'est-à-dire plus de 4 cm. Et bien pareil, avant, plus petit qu'un B3, on fait moins de bilan d'extension et on fait une prise en charge chirurgicale. Au-delà d'un B3, à partir d'un B3, plus de 4 cm, on fait une prise en charge par radio-chimiothérapie et curithérapie. Donc ça change la prise en charge, ça change les examens complémentaires, ça change le pronostic. Voilà, il faut que vous connaissiez pas forcément toute la TNM du cancer du col, mais il faut que vous connaissiez le stade 1B3 et à quoi il correspond. Limité au col, plus de 4 cm. Finalement, tout le reste, tout ce qui est plus gros que ça, c'est un groupe, et tout ce qui est plus petit que ça, c'est un autre groupe. Hop, c'est facile à retenir. Les cancers digestifs, souvent, c'est couche par couche, et c'est pareil pour le cancer du côlon. Donc ça, il y a une idée globale, c'est pas très compliqué. Et puis le testicule, juste, attention, il y a les marqueurs S1, S2, S3, finalement, c'est plus important que la taille de la tumeur, les marqueurs. Donc ça, voilà, séparez bien ceux que vous devez connaître et repérez dans ceux que vous ne devez pas connaître quand même les points qui modifient les examens complémentaires à la prise en charge. Et puis pour ceux que vous devez connaître, il faut comprendre la logique de la construction de la TNM. Et ça, je vais prendre l'exemple du mélanome. Alors je me pousse, hop. Donc le mélanome, voilà, quand on se retrouve face à cette TNM horrible, alors il y en a qui connaissent le TIPS, j'en suis sûr, mais ceux qui ne connaissent pas, quand on est face à cette TNM horrible, on se dit jamais je n'arriverai à retenir cette chose. Eh bien, en fait, c'est pas si compliqué que ça, il faut comprendre la logique. Déjà, si vous simplifiez cette TNM, donc les stades 4, c'est les métastatiques, les stades 3, c'est les invasions ganglionnaires, et puis après, stade 1, 2, ça dépend de la profondeur. Donc déjà, en simplifiant, vous savez que dès qu'il y a un ganglion, ce sera un stade 3, je pense que le plus de détails, c'est pas très important, et stade métastatique, c'est un stade 4. Et ensuite, pour retenir la subtilité entre la colonne de droite et la colonne de gauche, eh bien, il faut regarder, effectivement, à chaque fois qu'on descend d'une ligne, eh bien, on augmente en profondeur, et il y a un décalage entre avec ulcération et sans ulcération. La présence d'une ulcération, ça fait un décalage d'une case dans les seuils de taille. Je ne sais pas si c'est très clair, mais par exemple, vous voyez le 1A, eh bien, c'est une tumeur de moins d'1 mm sans ulcération. Quand il y a une ulcération, c'est un 1B, tandis que c'est aussi le stade sans ulcération avec la taille supérieure. Donc comme ça, vous avez un apprentissage en diagonale. Donc ce qui est à retenir finalement,
eh bien, si on retient les choses, il y a les seuils de taille, le décalage, et puis que 3 c'est ganglion et 4 c'est métastatique. Ça reste fastidieux, mais c'est quand même beaucoup plus facile, et puis ça va vous revenir beaucoup plus facilement. Si vous avez des questions, si c'est pas clair, vous me dites, je peux réexpliquer. Ça, c'est le cancer du poumon. Alors, le cancer du poumon, alors, dans les autres TNM qui sont à connaître, donc il y a le cancer du sein. Le cancer du sein, c'est pas très compliqué. Il y a surtout une question de taille, taille de la tumeur. Et puis après, les ganglions, c'est un peu subtil. C'est peut-être la partie où il faut se poser un peu plus parce qu'en fonction des localisations, voilà, les N varient, c'est pas très simple. Et le côlon, c'est pareil, c'est la profondeur. Et après, le ganglion, c'est le nombre de ganglions, c'est pas très compliqué. Donc les grosses TNM, dans celles qui sont à connaître par cœur, les difficiles, c'est le mélanome qu'on vient de voir, et puis surtout c'est le poumon. Donc comment retenir cette chose horrible qui est la TNM du cancer du poumon? Je vous ai dit, il n'y a pas de miracle, il faudra la rebosser à proximité du concours, mais déjà, 2 petits conseils. 1, simplifier. Donc ça, c'est la version simplifiée. Déjà, avant de retenir ça envahit machin, retenez déjà les critères de taille. Vous avez une tumeur qui fait plus de 7 cm, c'est un T4, vous n'avez même pas besoin de réfléchir à ce qu'elle envahit. Vous avez une tumeur qui fait moins de 3 cm, c'est un T1. Non, ça ne marche pas dans ce sens-là, mais voilà. Déjà, le seuil de taille, ça peut vous faire passer. Une tumeur qui fait plus de 5 cm, c'est au moins un T3. Et vous n'avez plus qu'à regarder ce qu'il envahit. Donc, 1, simplifier. Et vous avez vu, je l'ai fait dans le mélanome, et c'est ce qu'il faut faire dans la plupart des TNM. On posera rarement des questions hyper pointues. S'ils les posent, déjà, c'est des bâtards. Et puis, deuxièmement, les autres se tromperont aussi. Donc, 1, simplifier. 2, on se remet la version initiale, regardez ce qui est pertinent en clinique, et ça c'est vraiment pour le cancer du poumon, c'est vraiment crucial. Toute la TNM, la retenir dans les énormes détails, c'est hyper compliqué. Repérer les seuils qui vont vous faire poser des questions. Une tumeur T4, c'est une contre-indication, enfin, une tumeur T4, la plupart du temps, c'est une contre-indication chirurgicale. De même que les N3, de même que les M1. Et bien c'est ça, alors on va revenir à N3 et M1, mais une tumeur T4 c'est plus de 7 cm, et puis c'est une tumeur finalement qui envahit les structures médiastinales, sauf, attention, pas le péricarde et pas les plèvres, ça reste des T inférieurs, ou voilà, donc c'est assez logique en fait ce qu'il y a dans le T4, et puis c'est aussi un nodule dans le poumon contralatéral, ça fait, non, dans un lobe contralatéral. Poumon contralatéral, c'est autre chose, on y revient. Donc finalement, repérer les seuils qui sont critiques, le T4, ça fait plus de 7 cm, ça envahit des organes, des choses nobles, sauf le péricarde, moi je trouve que c'est un truc qui est contre-intuitif, et puis, ou alors il y a un nodule dans un autre lobe du même poumon. Les autres seuils qui sont à connaître, c'est le N3, et bien N3, c'est des métastases dans les ganglions, généralement médiastinaux, contralatéraux, ou alors c'est des métastases très loin, sous scalène sous-claviculaire, c'est les métastases ganglionnaires à loin. Donc voilà, c'est assez simple à repérer. Et puis M1, métastase à distance, voilà, toute métastase, mais il faut faire gaffe, là le piège c'est que un nodule dans un lobe, dans un poumon contralatéral, c'est M1 déjà. Et c'est pas N quelque chose, c'est pas T quelque chose. Donc finalement, voilà, en retenant les critères de taille, parce que vous avez simplifié, et en retenant ce que c'est qu'un T4, ce que c'est qu'un N3, ce que c'est qu'un M1, vous avez déjà la majorité des questions. Vous avez une tumeur qui fait entre 3 et 5 cm. Honnêtement, là, entre 3 et 5 cm qui n'envahit pas les structures, ils ne vont pas vous demander le TNM, ils vont plutôt vous demander c'est une tumeur qui est résécable, c'est une tumeur qui n'est pas résécable. C'est plutôt ça la question. Qui sera posée. Donc voilà, avec ces deux choses-là, vous pouvez déjà vous en sortir. Troisièmement, il faut y passer du temps et la revoir surtout à proximité du concours. Alors, la prise en charge. Donc la prise en charge, pareil, c'est pas quelque chose qui est à connaître sur le bout des doigts dans tous les cancers, mais j'y reviens. On commence par une question. Question 100 de l'ECM 2019. C'est une patiente donc, qui est prise en charge, qui a 53 ans, qui a un cancer donc, du sein droit, triple négatif, PT2N0M0 PT2N+, après chirurgie conservatrice et curage axillaire. Et qu'est-ce qu'on fait? Hop, n'hésitez pas de nouveau à poser vos questions.
On est parti, donc la partie TNM, elle est pas simple. Donc j'essaie de vous donner quelques tips, mais voilà, il n'y a rien de miraculeux dans les TNM. Je pense que le plus important, c'est vraiment de repérer dans les TNM qui sont en théorie pas à connaître, celles qui finalement le sont un petit peu. Donc, notre patiente, qu'est-ce qu'on va lui proposer? Alors, autant la prise en charge... Alors, le cancer du sein, c'est un cancer où la prise en charge, elle est à connaître, en théorie, sur le bout des doigts. À la fois, le cancer du sein, la prise en charge, c'est hyper compliqué. Il y a des oncologues spécialisés dans le cancer du sein, et nous, en tant qu'interne, je ne suis pas très vieux, je n'ai pas beaucoup de métier, mais je galère et je vois les internes plus vieux galérer dans la prise en charge du cancer du sein. Donc on ne va pas vous demander une prise en charge aussi, des connaissances autant que les internes. N'empêche qu'il faut connaître plutôt le principe, et généralement, effectivement, c'est des tableaux plutôt caricaturaux. Là, elle a 53 ans, elle n'est pas très vieille. C'est un cancer du sein triple négatif qui est N+, et qui a une chirurgie conservatrice. Donc, vous savez qu'un des grands enjeux, en fait, la prise en charge du cancer du sein ou le cancer du sein en général, il faut séparer les facteurs prédictifs, donc de réponse à un traitement, RH+, ou HER2+. Il faut regarder si c'est... Donc ça va vous dire, est-ce qu'à un moment je mets un traitement anti-hormonal, est-ce qu'à un moment je mets un traitement anti-HER2. Ensuite, il faut regarder, est-ce que c'est un cancer de quel pronostic, est-ce qu'il y a des facteurs de risque. Dans ce cas-là, eh bien, on va discuter la chimiothérapie adjuvante, voire néoadjuvante. Troisièmement, et plus ou moins la radiothérapie. Et troisièmement, est-ce que j'ai eu un traitement conservateur, dans ce cas-là, radiothérapie dans tous les cas, ou est-ce que j'ai eu un traitement par mastectomie, dans ce cas-là, ça se discute. Et bien voilà, donc chez elle, c'est assez caricatural, triple négatif, N+, c'est vraiment des facteurs de pronostic défavorable importants, donc là, il n'y a pas de doute, il faudra de la chimiothérapie. Triple négatif, donc elle est RH négatif, pas d'hormonothérapie. Elle est HER2 négatif, pas de trastuzumab. Et puis, dernière question, la radiothérapie, ben là c'est un traitement qui est conservateur. Donc tous les cas, traitement conservateur égale radiothérapie, puisque le traitement conservateur équivaut à la mastectomie que si on le complète par de la radiothérapie. Et curage susclaviculaire complémentaire, non, on irradie éventuellement. Et en plus, voilà, on irradie éventuellement ces zones-là. Donc radiothérapie, chimiothérapie, je ne vous ai pas donné la réponse. Donc la prise en charge. Il faut donc, ce que je vous ai dit, séparer les cancers à connaître sur le bout des doigts. C'est les mêmes dont il faut connaître les TNM. Et voilà, ça c'est les cancers où il faut connaître les détails. Mais à la fois, c'est connaître les détails, à la fois, il faut connaître les détails et la prise en charge sur le bout des doigts. À la fois, vous n'arriverez jamais à la retenir si vous essayez de la prendre en un bloc. Donc comprendre la logique du traitement, comme je viens de le faire en répondant à la question du cancer du sein, c'est comme ça que vous y arriverez. La prise en charge du cancer du sein, vous devez vous poser systématiquement les questions. Est-ce qu'elle a une chirurgie complète? Non, je l'irradie dans tous les cas. Est-ce qu'il y a des facteurs de mauvais pronostic? Oui. Je dois faire de la chimiothérapie. Est-ce qu'elle est RH+? Oui, elle aura un traitement anti-hormonal. Est-ce qu'elle est HER2+? Oui, elle aura un traitement anti-HER2. Voilà, déjà, en répondant à ça, vous répondez à la majorité des questions sur la prise en charge du cancer du sein. Le cancer du côlon, eh ben c'est le reste de la slide. Avant d'apprendre les subtilités, etc., là, je vous résume en 3 lignes la majorité de la prise en charge du cancer du côlon, pas du rectum, du côlon. Il n'y a pas de radiothérapie parce que c'est un organe qui est mobile et on ne peut pas garantir, on ne peut pas l'irradier. Deuxièmement, le traitement complémentaire par radiothérapie, par chimiothérapie, si c'est avancé, localement, régionalement, les T3, non, traitement complémentaire, pardon, non, que par chimiothérapie, pardon. Si c'est localement avancé ou régionalement, donc c'est la chimiothérapie, bah c'est T3, T4 ou N+. Et puis donc, si c'est métastatique, discuter le bevacizumab ou les anti-EGFR en fonction du statut RAS. Ça, c'est vraiment les points clés de la prise en charge du cancer du côlon. Jamais de radiothérapie, chimiothérapie adjuvante si T3, T4, N+, et Avastin ou anti-EGFR. Bah, si vous faites cette petite fiche dans chacun des grands cancers dont vous devez connaître le traitement, déjà vous aurez les idées claires et puis les détails, vous les rajouterez ensuite. Ensuite, effectivement, c'est la ligne du milieu. Connaître les effets secondaires. Faire le lien avec la TNM, c'est ce que j'ai dit. Par exemple, avec la TNM et avec l'histoire naturelle, ben, le cancer du poumon à petites cellules, ça a une propension à faire des métastases cérébrales. On fait une irradiation prophylactique s'ils ont une bonne réponse au traitement. Voilà.
Et puis, on ne vous demande pas d'être oncologue. Encore une fois, je vous ai dit, on galère en tant qu'interne à retenir le traitement du cancer du sein, donc on ne vous demande pas de faire pareil. Attendez de devenir interne en oncologie et vous viendrez galérer avec moi. Mais voilà, mais de comprendre les grandes lignes du traitement. Autre question de prise en charge, dans un cancer du sein, qu'implique la positivité des récepteurs hormonaux? Ça illustre parfaitement ce que je viens de vous dire. C'est finalement une question sur la prise en charge du cancer du sein. Et c'est une question qui est jolie, qui n'est pas une question uniquement type RCP, il a un T3N2, machin, qu'est-ce que je fais? Non, c'est une question intéressante parce qu'elle regarde si vous avez compris la prise en charge du cancer du sein. Alors, je regarde s'il y a des questions. Non. Très bien. Hop, alors. Tac. Donc, il n'y a qu'une seule réponse juste. Donc, la positivité des récepteurs hormonaux, je vous l'ai dit, c'est une prédiction de réponse à traitement anti-hormonal ou hormonothérapie. C'est pas une indication à traitement par trastuzumab qui est un anti-HER2, bon, simple. C'est pas un reflet que la maladie est encore réglée. Ça, c'est une idée qui est marrante, mais effectivement, bah, là, vous vous souvenez que en fonction de si elle est réglée ou pas, on met traitement par tamoxifène ou traitement par inhibiteur d'aromatase. Donc voilà, en vous souvenant de ça, vous cochez pas cette réponse rigolote. C'est le reflet d'un axe de prolifération faible, non. Et puis c'est prédiction d'une bonne chimiosensibilité, non. Ça n'a pas de lien. Par contre, c'est une signification de pronostic favorable, oui. Et là, je vous fais juste un rappel sur pronostic prédictif. C'est pas la même chose et ça tombe extrêmement fréquemment comme question. Un facteur pronostic, c'est un facteur qui, quand il est présent, est associé à une meilleure survie. Ça, c'est un facteur de pronostic favorable. Un facteur prédictif, c'est un facteur qui, s'il est présent, prédit la réponse à un traitement. Et donc, vous avez des facteurs qui sont que prédictifs, pas pronostiques. Vous avez des facteurs qui sont les deux. Là, par exemple, les RH, c'est prédictif de réponse à un traitement anti-hormonal et c'est pronostic favorable. HER2, c'est plutôt pronostic défavorable, mais prédictif de réponse anti-HER2. Et puis, il y en a qui sont totalement indépendants. Donc, séparez bien ça parce que, clairement, la question, elle tombe souvent. Et ça peut vous embrouiller. Donc, comment aborder la prise en charge? Alors, un des pièges, les difficultés, eh bien, c'est d'être focalisé sur le traitement oncologique. Alors, c'est un biais que vous avez et que j'avais aussi à votre place hein, dans les questions, pas qu'en oncologie, dans la globalité, c'est de focaliser que sur le traitement. Quand on vous pose quelle est votre prise en charge, n'oubliez pas les soins de support, hyper important. Et ça, c'est quel que soit le stade de la maladie. Donc, si vous avez un cancer au tout début, il faut cocher soins de support. Deuxièmement, n'oubliez pas la prise en charge oncogénétique, n'oubliez pas voilà, toutes ces choses-là qui sont incluses dans la prise en charge en général, on ne vous demande pas forcément le traitement oncologique spécifique. Et ça, c'est un biais que les oncologues ont également. Donc ne pas être focalisé que sur le traitement. Alors ne pas être focalisé que sur le traitement oncologique, c'est donc penser aux soins de support. Ne pas être focalisé que sur le traitement, c'est ce que je vous disais. Quand on vous dit quelle est la prise en charge, pensez à l'oncogénétique. Pensez à toutes les choses qui vont avec et qui sont dans la prise en charge, mais pas vraiment un traitement. Et puis, quelles recommandations? Alors, le problème de l'oncologie, c'est que ça va hyper vite, c'est-à-dire qu'il y a des essais cliniques en permanence. Enfin, c'est le problème, non, c'est aussi un super point positif, mais il y a des recommandations qui sont un petit peu en retard par rapport aux essais qui ont déjà été publiés, qui eux-mêmes sont en retard aux essais en cours. Donc ceux qui sont en stage en oncologie, vous voyez des patients qui ont des traitements du futur, parce que le patient est dans un essai clinique, les recommandations, elles ont 3 trains de retard. Ça, c'est parfois assez compliqué, assez difficile à comprendre. Je dirais pas d'inquiétude. Normalement, ce qui tombe, c'est les traitements clairement établis qui sont dans les recommandations. Donc si vous êtes intéressé, intéressez-vous au traitement novateur, mais bon, vous aurez tout le temps de le faire plus tard. Mais voilà, bossez les traitements qui sont clairement établis et comprenez ce que vous faites. Et au même titre que les points d'appel cliniques, les traitements, c'est une porte ouverte aux dossiers transversaux parce qu'il y a les complications des traitements, parce qu'il y a les soins de support, la douleur, il y a l'oncologénétique, etc. Donc ça,
C'est partie très intéressante aussi. Enfin, la surveillance. Donc, la surveillance, question de l'Océan Blanc, février 2018. Donc, dans le cas de la surveillance d'un cancer papillaire thyroïdien, et alors là, ceux qui ne me croyaient pas quand je disais qu'il fallait connaître les cancers thyroïdiens, vous avez l'exemple même. Donc, surveillance d'un cancer papillaire thyroïdien différencié avec envahissement ganglionnaire, il est d'usage de faire appel aux paramètres de surveillance suivants. Alors là, donc cancer papillaire, je vous rappelle, c'est le premier qu'on a vu quand j'ai brassé les 4 histologies. Donc là, tous les points sont importants et la formulation ne me plaît pas évidemment. Il est d'usage de faire appel aux paramètres suivants. D'usage, ça ne veut rien dire. Justement, au contraire, hein, d'usage, normalement, ce que je viens de vous dire, on essaie plutôt de se concentrer sur les recommandations. Donc, il est d'usage de faire, c'est un peu qu'est-ce qu'on fait dans notre tambouille. Donc, c'est pas une bonne formulation. N'empêche que il y avait des points très importants et j'espère que vous les avez vus dans cette question. Les points les plus importants, donc c'était un cancer papillaire et c'est là où il faut faire le lien avec l'histologie. Si vous savez que c'est un cancer papillaire, vous savez par exemple qu'on ne dose pas la calcitonine. S'il y avait la calcitonine, il n'aurait pas fallu la faire. Il y a un envahissement ganglionnaire, ça n'a pas été mis pour rien. Donc il est d'usage de faire appel aux paramètres suivants. Et bien la réponse c'est l'échographie cervicale et la scintigraphie corps entier à l'iode. Donc le suivi, si je vous refais très rapidement la prise en charge d'un cancer papillaire thyroïdien, on l'opère. Ensuite, s'il a des facteurs de pronostic un petit peu péjoratifs, on réalise donc la TSH à dose freinatrice, l'irathérapie. Ensuite, on utilise la radioactivité qu'on a mise avec l'irathérapie pour faire une scintigraphie, pour regarder s'il reste des choses qui fixent. Et ensuite, on suit la TSH, la thyroglobuline et l'échographie cervicale. Et on regarde s'il y a à 6 mois des récidives ou pas. S'il n'y a pas de récidive, on sait que le patient est guéri, on considère qu'il est guéri. Et on passe le lévothyrox à dose non pas freinatrice, mais juste substitutive. Et là-dedans, on peut faire des scintigraphies si le patient a haut risque. Et là, c'était l'envahissement ganglionnaire. C'est un des facteurs pronostiques vraiment très importants dans le cancer thyroïdien. Donc là, TSH, thyroglobuline, échographie cervicale. Échographie abdominale, non. Scintigraphie osseuse, c'était pour vous faire le piège avec les scintigraphies dans le cancer de la thyroïde. Et le scanner TAP. Le scanner TAP, il a une prise en charge, si jamais, il a un intérêt si jamais la thyroglobuline s'élève. Dans ce cas-là, on recherche l'échographie est normale, on recherche d'où ça vient, la récidive. Donc la surveillance. Première chose, la surveillance, ça fait partie, je pense, de l'item ou de la partie où on a envie de tout connaître par cœur parce qu'on a l'impression que c'est hyper précis et où on ne retient rien. Donc la première chose, les modalités précises de surveillance, elles sont quasiment jamais consensuelles. Tous les 2 mois, etc., c'est pas consensuel du tout. Je vais te demander d'enlever les chronos parce que ça ne servait pas. D'accord, ça marche. Excusez-moi, il y a mon assistant. Et donc voilà, les modalités, elles sont rarement précises. Globalement, si vous retenez, à part si vous repérez des cancers où c'est extrêmement précis, voilà, ne vous focalisez pas sur les chiffres. Retenez globalement qu'on surveille tous les 3 mois pendant les 2 premières années, puis tous les 6 mois, puis tous les ans. C'est pas ça qui est important. Repérez justement les points où il y a des détails qui sont intéressants. Donc, par exemple, alors, effectivement, je pondère. Les modalités, d'une manière générale, ne sont pas à connaître. Dans le cancer de la thyroïde, je viens de vous le décrire, il y a des modalités extrêmement précises. Dans le cancer du côlon, pareil, il y a des modalités. Il y a la coloscopie à faire à temps. Si jamais elle n'a pas été complète, il faut la faire à 6 mois. Sinon, ça attend de temps. S'il a tel facteur de risque, donc ça, il faut les apprendre. Mais pour la majorité des cancers, la chronologie précise n'est pas à connaître. Il faut plutôt repérer les particularités de chacun. Et c'est là-dessus qu'on va vous poser des questions. De toute façon, d'une manière générale, quand vous bossez un chapitre, repérez ce sur quoi on va vous poser des questions. On ne va pas vous dire est-ce qu'on peut vous faire des pièges dessus. On ne va pas vous dire votre cancer, vous le surveillez à 3 mois, ah ben non, c'était à 6 mois. Ça, c'est pas une question qui est intéressante. Et en plus, c'est pas consensuel. Par contre, que le cancer d'endomètre, il n'y a pas d'examen complémentaire systématique, ça peut tomber. Dans votre surveillance, qu'est-ce que vous réalisez de façon systématique?
une IRM pelvienne? Ben non, parce qu'il n'y a pas d'examen systématique. Ça, c'est beaucoup plus piégeux. Donc pour les tumeurs non infiltrant le muscle, attention, il y a un scanner tous les 2 ans, je crois, de tout l'appareil urinaire pour vérifier qu'il n'y ait pas une seconde localisation de cancer urothélial. Ça, c'est pas instinctif, ça doit vous faire tilt. Et puis le cancer du col, pas de frottis, s'il a été irradié ou s'il y a une chirurgie complète, c'est-à-dire quasiment tout le temps. Donc ça, c'est plutôt ce genre-là de points qu'il faut que vous repériez en apprenant votre chapitre, plutôt que d'essayer de tout retenir. Clairement, voilà, c'est comme les TNM, plutôt que d'essayer de toutes les retenir. Moi, j'avais essayé d'apprendre toutes les TNM, ça m'a servi à rien. Il faut repérer les points importants. Ben là, c'est pareil pour la surveillance. Voilà, on approche de la fin. J'espère que vous êtes toujours présents et toujours motivés. Donc, la synthèse, globalement, en cancérologie, aux ECN, dans la préparation du concours, aux IECN, il y a nécessairement une partie fastidieuse qui est à connaître. C'est par exemple la TNM du poumon. Voilà, il y a énormément de chapitres et il y a des parties qui sont fastidieuses, on ne peut pas passer à côté. C'est la prise en charge, les différents, le suivi des frottis du col utérin, etc. Pour le reste, eh bien, voilà, quand vous bossez un chapitre, mais ça c'est valable pas qu'en cancérologie, dites-vous, voilà, sur quoi on va me poser des questions. Quelles questions on va me poser, quelles questions j'ai déjà vues dans les annales, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est pertinent, je le retiens. Qu'est-ce qui est non consensuel, j'ai vu 10 sources discordantes, ou qu'est-ce qui est pas intéressant, je ne le retiens pas. Il vaut mieux retenir pourquoi que comment. Par exemple, il vaut mieux retenir pourquoi est-ce qu'on ne fait pas d'irradiation dans le cancer du côlon, que d'essayer de retenir, côlon, il n'y a pas d'irradiation, rectum il y a, c'est de faire un mnémotechnique, ça marche pas trop. Il vaut mieux comprendre la logique. Je fais une irradiation du sein dans le cancer du sein qui a été opéré de façon locale parce que c'est chirurgie plus radiothérapie qui fait pareil que la mastectomie. Comme ça règle, c'est beaucoup plus facile d'apprendre les choses et surtout, les choses que vous apprenez par mnémotechnique, les choses que vous apprenez par logique ou voilà, le jour du concours, ça reste pas. Alors que si vous avez des choses ancrées parce que c'est logique, ça reste. Et puis simplifier. L'oncologie, c'est ce que j'avais dit pour ceux qui avaient vu mon live l'année dernière, j'avais commencé par ça. L'oncologie aux ECN, c'est simple. Là, je vous ai sélectionné les QI les plus difficiles, alors ceux des cancers de la thyroïde, etc. Voilà, hyper pointu. Les dossiers, c'est hyper simple, c'est vraiment la base, on ne va pas chercher dans les coins. Donc, voilà, à la fois, il y a des points à gratter en QI, donc il faut être un apprentissage précis. À la fois, trop vouloir en faire, à trop chercher la petite bête, vous allez totalement vous perdre. Et donc, il y a besoin d'un apprentissage précis des points qui tombent, des points qui sont importants et pertinents. Voilà, je crois que j'ai terminé avec ce live. Pour ceux que ça intéressait, cette façon de travailler, c'est-à-dire de faire à la fois un enseignement synthétique, mais à la fois quelque chose de transversal qui vous cherche les points pertinents et qui vous donne des méthodes pour repérer ces points pertinents, eh bien, je vous invite, vous pouvez aller plus loin, je vous invite à nous rejoindre à Conférence Cartesia. Donc, il y a cardiologie, néphrologie, oncologie, et donc moi, je suis dans l'équipe oncologie, vous l'aurez compris. On fait une préparation qui dure 2 mois et dont le but est à la fois, un peu comme ce live, à la fois d'être précis, vous donner les points de connaissance qui sont tombables et qui sont tombables aussi en QI, donc vraiment quelque chose de précis, et à la fois quelque chose de transversal synthétique pour que ça convienne au D2, au D3, et que ça convienne aussi au D4, qui ont besoin à la fois des points précis de connaissance, mais à la fois d'une structuration de leur connaissance, parce que bosser 10 fois un chapitre, si vous ne savez pas comment l'aborder, ça ne vous fera pas retenir. Donc voilà, on a essayé de faire ces 2 choses dans l'enseignement à Cartesia. Donc ça, c'est l'équipe. Donc il y a moi et puis Itar. Donc je représente le côté interne, jeune interne, donc pas loin du concours pour faire le lien avec les questions et avec un peu les habitudes, les pièges du concours. Et puis Itar, c'est un peu la référence en termes de connaissances puisqu'elle est médecin, elle est PH à Cochin. Et donc c'est l'association des 2 pour un brassage qui convient à tout le monde. J'avais la moustache à l'époque. Et puis voilà, donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de vous faire apprendre l'oncologie efficacement, c'est-à-dire de vous donner des détails, mais de vous structurer les connaissances et de faire un apprentissage transversal. Donc de la méthodologie, des synthèses,
et puis surtout une mise en pratique. On a construit des dossiers en illustrant par des QCM, mais en illustrant pas que par des QCM de cours, par des QCM qui allient le cancer avec sa complication la plus fréquente. Et puis des entraînements, voilà, des entraînements au fil des dossiers, et puis des lives dédiés d'entraînement. On fera donc 12 vidéos synthétiques qui feront un cancer et une complication. Comme ça, vous aurez tout un panel de vidéos que vous pourrez aller regarder quand le chapitre n'est pas clair sur le bouquin, vous pourrez regarder telle partie pour ce que vous ne comprenez pas, et vous pourrez les re-regarder si c'est pas clair, s'il y a besoin de se remettre ça en mémoire, qui font vraiment, donc c'est ce que je vous expliquais, le lien entre le cancer et sa complication pour que ce soit illustré, pour que vous puissiez anticiper les dossiers qui tombent. On fera 4 grands lives, ça c'est sur les 4 grands, enfin sur le cancer du poumon, du côlon, du sein et de la prostate. Et le prochain commence donc lundi prochain, c'est moi qui vous le fais sur le cancer du sein. Et puis il y aura ensuite donc, des questions tout au fil de ces vidéos-là. Et puis ensuite des lives où on sera beaucoup plus en interaction avec des corrections de dossiers qui sont des dossiers qu'on va essayer de faire pointus. Et puis des lives où vous pourrez poser toutes les questions. On va faire un recueil des questions. Et on fera des lives dédiés, on répondra à toutes les questions que vous avez sur l'oncologie. Et comme ça, vous finirez avec, au bout de ces 2 mois, c'est pas 2 mois à faire que de l'oncologie, c'est 2 mois ponctuellement, en ayant les idées claires sur cette spécialité qui peut rapporter beaucoup. Donc les débuts des cours, c'est le 20 janvier, c'est mon live, je vous l'ai dit. La fin des cours, c'est le 9 mars. Et il y a un live chaque lundi, et puis le panel de vidéos courtes que vous pouvez accéder en permanence à la demande. Et en ce moment, comme c'est le lancement, vous avez des prix jusqu'au 31 janvier pour nous rejoindre et que ce soit aussi accessible à vous. Voilà, donc une bonne réduction jusqu'au 31 janvier. Et puis pour ceux, voilà, merci d'avoir suivi le live en ma compagnie. Merci de m'avoir suivi. Et puis à très bientôt pour ceux qui suivront l'enseignement des conférences Cartesia. J'ai pas eu le temps de répondre aux dernières questions, j'ai vu qu'ils s'affichent, donc je vais y répondre tout à l'heure. Mais voilà, surtout, intéressez-vous à ce que vous apprenez. Surtout, n'hésitez pas à changer de support de cours pour... voilà, si vous n'arrivez pas à quelque chose, changez de support de cours, ça ne sert à rien de réviser 30 fois un chapitre que vous ne connaissez pas. Et puis, pour les D2, D3, bon courage, accrochez-vous. Pour les D4, bon courage, accrochez-vous, mais de façon encore plus imminente. Et puis, s'il y en a qui sont en difficulté, etc., n'hésitez pas à aller contacter nous, vos internes, vos chefs et n'importe qui de votre entourage. Voilà, en médecine, on est tous là pour se serrer les coudes. À bientôt sur Conférence Cartesia. Au revoir.